Nous sommes dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, une nuit de l'été 1975. Il est 1h20 du matin lorsqu'un individu s'introduit par le balcon chez Lucie Melfort, une jeune femme de 25 ans. L'homme ne laisse aucune chance à la jeune maman. Il la maîtrise, la ligote et la viole. Inspecteur Garcia? Traumatisée, la jeune femme est entendue le lendemain à la brigade criminelle d'Aix-en-Provence. Elle est venue déposer plainte, elle nous a tout expliqué. Sans que je puisse crier. Sans que je puisse rien dire. Je voulais pas risquer la vie de mon bébé. Mais les éléments qu'elle nous avait fournis n'étaient pas assez... il n'y avait pas de bons renseignements. Les policiers se rendent sur place pour tenter de trouver des indices. Une seule empreinte est relevée, mais malheureusement se révèle inexploitable. Et à l'époque, les analyses d'ADN n'existent pas. Seul et maigre indice, les cordelettes qui ont servi à attacher la jeune femme. Un mois plus tard, cette fois dans la résidence voisine, le Monaco. Il est 1h du matin lorsqu'un homme armé d'un couteau s'introduit dans l'appartement d'une jeune femme de 23 ans, Sylvie Rouen. L'homme maîtrise la jeune femme sous la menace de son couteau, puis il l'attache et la viole. Une fois de plus, le lendemain, les policiers ne trouvent aucune empreinte. Juste les ficelles qui ont entravé la jeune femme. Mais cette fois, l'indice est précieux. Il avait une corde, c'était la drisse. La drisse, ça sert pour faire de la voile, pour tirer les voiles. Alors, il y a des différentes tailles de drisse. L'inspecteur note un détail intéressant. C'est le même type de drisse utilisé dans les deux viols. Aurait-il affaire à un violeur en série ? En tout cas, Sylvie Rouen, la deuxième victime, a distingué son agresseur et peut donner un signalement sommaire. 1m67, 66, 68, ça tombait là-dedans, entre 68 et 64, 65. L'inspecteur Garcia emmène la jeune femme consulter le fichier Canonge à la police judiciaire de Marseille. C'est un fichier manuel qui regroupe tous les individus connus pour meurtre, braquage, cambriolage ou viol. Malheureusement, Sylvie Rouen ne reconnaît personne. A priori, donc, l'homme n'est pas connu des services de police. L'inspecteur décide alors d'avoir recours à une autre méthode, le portrait robot. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre agresseur? Un nez large, les joues marquées, des yeux noirs.
La jeune femme a également remarqué l'accent d'Afrique du Nord et le teint hâlé de son agresseur. Les cheveux sur le front, par exemple, un peu dégarnis. Il avait 2 traits profonds de chaque côté. Lui, on lui donnait, à l'époque, entre 38 ans, 37 ans. Outre sa petite taille, l'homme est costaud et son allure sportive. Il porte un jean et des baskets blanches. Le portrait robot est diffusé dans tous les commissariats de la région, pendant que l'inspecteur Garcia fait des vérifications auprès des fabriques de cordage. Résultat, Ça, c'est négatif. un mois plus tard. Résidence Les Romarins, toujours dans le même quartier d'Aix-en-Provence. En pleine nuit, un individu s'introduit par le balcon du 2e étage chez Karen Telmont. Après avoir neutralisé le fiancé, il viole Karen sous la menace d'un couteau avant de s'enfuir avec l'argent des 2 jeunes gens. Entendue au commissariat, la jeune femme est catégorique. Son agresseur est l'homme du portrait robot. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute, les quartiers sud d'Aix-en-Provence sont bien victimes d'un violeur en série qui opère toujours de la même manière. Il escaladait les balcons, que ce soit au 1er étage, au 2e étage, ou alors il rentrait directement derrière la victime, il la suivait, il montait à l'étage et profitait qu'elle rentre dans son appartement pour rentrer derrière. Et quand bien même il y avait un mari, un compagnon, un ami, se faisait un plaisir de le faire attacher par sa femme. Je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait et recherchait le viol, proprement dit, prétextant l'histoire de dérober de l'argent. Alors, la drisse, la lampe, le revolver ou le couteau. Voilà, donc il avait ces 4 éléments avec lui. Autre élément, le violeur opère uniquement dans des résidences situées dans le même quartier, où vivent de nombreux étudiants. Cet individu ne frappait pas, pour ma part, au hasard. C'est qu'il connaissait très bien les échappatoires. De fait, au milieu de ces différentes résidences se trouve le jardin de Cuc, un lieu d'observation idéal à proximité de l'université, longeant une voie express menant à l'autoroute et permettant de passer discrètement d'une résidence à l'autre. Depuis plusieurs mois, la banlieue sud d'Aix-en-Provence est devenue le terrain de chasse d'un violeur en série. Les policiers ont bien réussi à établir son portrait robot, mais personne dans le quartier ne le connaît. Et pour l'instant, l'homme est insaisissable. Un soir d'octobre 1976, le violeur frappe de nouveau. À 2 heures du matin, il s'introduit dans l'appartement d'Annette Leto au 2e étage de la résidence du Beau-Manoir. La jeune femme n'échappe au violeur que de justesse, en lui mordant violemment la main. Malheureusement, les semaines suivantes, le violeur récidive, et cette fois avec succès. Et toujours dans le même quartier. Si vous allez au Lierre, il frappait au Monaco. Vous allez au Monaco, il frappait à... c'était comme ça. 1979. Depuis maintenant près de 6 ans, le violeur nocturne a frappé une vingtaine de fois, toujours dans le même quartier d'Aix-en-Provence. C'est alors qu'un nouveau policier est muté à la brigade criminelle. Je me suis dit, pourquoi pas créer un service de voie publique avec des collègues inspecteurs ou des gars qui étaient en civil à l'époque, puisque les gants tenus étaient sur la voie publique. Ça ne posait aucun problème, mais bon, très difficile pour faire du flagrant délit, notamment même la recherche d'un violeur sur les quartiers sud, en tenue, c'était difficile. Le commissaire du moment m'a suivi, donc j'ai pu, avec son aide, démarrer une création de voie publique. Avec mon collègue Charlie, nous travaillions donc jour et nuit, tant qu'on pouvait, sur le secteur. On était 6, mais déjà 6 sur la voie publique, c'était mieux que rien, et surtout en civil. Les policiers font un travail méthodique de ratissage dans tous les milieux. Les salles de sport, les acrobates, les pompiers. Il faut savoir que le matin, on commençait quand même normalement à 8 h le matin, et on s'arrêtait vers 2 h,
3 heures du matin, on dormait un peu de temps et on reprenait aussitôt le matin. On faisait jour et nuit d'essayer de lui tomber dessus et d'être derrière lui constamment. À mon avis, on a dû se croiser. À défaut d'une piste véritablement sérieuse, l'inspecteur Garcia décide de relire toutes les dépositions des innombrables victimes. J'avais fait un grand tableau avec la date de commission, la commission des faits, ensuite l'âge de la fille. Un élément revient régulièrement dans les témoignages. Le violeur sans l'essence ou le pétrole. L'homme travaillerait-il dans une des usines pétrolières de la région? Alors cette odeur m'a obligé à faire des vérifications dans toutes les usines. Alors j'avais tracé contre le mur une taille, je m'étais mis à hauteur de cette taille, et le gars qui faisait cette taille, hop, je demandais le nom, prénom. Je peux vous poser quelques questions? Oui. Et après on vérifiait les archives, s'il y avait déjà un passé chargé. Malheureusement, cette technique ne donne aucun résultat. Le violeur reste introuvable. J'avais remarqué que ça se passait toujours après 1h du matin. On a pensé aussi qu'il pouvait s'agir d'un gars qui avait sous l'influence de la Lune. Les enquêteurs comparent alors les agressions avec les cycles de la Lune. On a trouvé toutes les lunes du monde. Des croissants, des pas croissants, des descendants, des montants. On a tout trouvé, sauf le gars qui nous intéressait. Nous sommes en 1980. Une nouvelle affaire de viol en série éclate, mais cette fois à Martigues, à une 50aine de kilomètres d'Aix-en-Provence. Le mode opératoire est le même, et rapidement les policiers pensent que le violeur de Martigues et celui d'Aix ne font qu'une seule et même personne. La seule chose qui revenait toujours, c'était petit, costaud, cette odeur de pétrole qui ressortait, donc qui faisait qu'on avait fait la jonction entre les deux. Alors on avait conclu qu'éventuellement, il avait quelqu'un sur Aix-en-Provence. Et qu'il connaissait bien Martigues, qu'il habitait ou qu'il avait son bateau sur Martigues. On a fait les ports. Je me suis promené pratiquement, mais la chance ne nous a pas servi d'une façon générale. La chance, pourtant, elle semble sourire aux enquêteurs en cette année 1980. Un jour, en pleine rue, une victime, Jacqueline Mertel, reconnaît l'homme qui l'a violée. Elle le voit monter en voiture, note son numéro d'immatriculation et le transmet à la police. Rapidement, le suspect est interpellé. Il s'appelle René Dubuisson. Bien, monsieur Dubuisson, nous avons perquisitionné chez Les policiers tiennent enfin un suspect. Pas possible. Déjà, la semaine où vous me parliez, j'étais René Dubuisson est employé à Fos-sur-Mer et ne travaillait pas aux heures des derniers viols commis à Martigues. J'ai encore des choses à dire. Je vous suivrai pas maintenant. Monsieur l'inspecteur, vous faites une erreur. L'homme est placé en garde à vue et soumis à une séance d'identification. 4 victimes récentes, dont Jacqueline Mertel, reconnaissent René Dubuisson comme étant leur agresseur. Le numéro 4. Le 4, un pas en avant. Le 9 février 1980, l'homme est inculpé et placé sous mandat de dépôt. Non, vous vous gourrez là. Non, c'était rien. Pratiquement tout le monde était persuadé que c'était l'auteur. Quand je l'ai lu, je dis c'est pas lui. Hein. Pas lui. Il a au moins entre 8 et 6 cm de moins que l'autre. Il peut pas, il était petit, jambes courtes. Je ne le voyais pas faire un rétablissement sur un balcon. Et coïncidence, quelque temps après, le violeur a frappé à nouveau. C'est ce qui a pu permettre de dire que ce n'était pas lui. René Dubuisson, victime de la faiblesse du témoignage humain, est aussitôt libéré. Fin 1980. Les viols se poursuivent à Martigues, tout comme à Aix-en-Provence. Puis, peu à peu, le violeur espace ses agressions. Dans les années 80, où on était sur place,
On était aussitôt sur le terrain, ça s'est espacé. Au lieu que ce soit dans les 3 jours, la semaine, c'était au bout de 3 mois, par exemple. Et il doit se sentir traqué, comme une bête. Traqué, mais toujours actif. 22 novembre 1982, 19h30. Claire Gervais, 18 ans, rentre chez elle. Un homme l'a suivie et l'agresse à la porte de son appartement. La jeune femme réussit de justesse à le repousser grâce à une bombe lacrymogène. Elle reprend ses esprits quand quelques instants plus tard, l'inconnu mis à la porte revient cette fois par la fenêtre et réussit à la violer. Entrez, asseyez-vous. Inspecteur Garcia, je vais être obligé de vous poser un certain nombre de questions. Elle me racontait, mais je connaissais l'histoire. Les cheveux bruns, petits. J'ai senti que j'étais au bout de ce que je pouvais recueillir auprès des victimes. Toujours la même histoire. Depuis maintenant 7 ans, l'inspecteur Garcia chasse un fantôme insaisissable. Mais il ne lâche pas. Pour le confondre, il serait même prêt à tout déballer dans la presse, histoire de susciter de nouveaux témoignages et de nouveaux indices. Alors, les patrons avaient tendance à cacher le maximum pour que Aix ne passe pas pour la ville des viols, pour faire plaisir au maire, etc. Et moi, ça m'aurait plu qu'on fasse plus de bruit. Oui, vous pouvez me raconter ce que vous voulez, ça serait votre fille ou votre sœur, vous ne diriez pas la même chose. Les victimes, parce qu'il faut se mettre à la place des victimes aussi. Il ne faut pas se mettre qu'à la place du flic. Le flic est fait pour arrêter, c'est vrai. Mais surtout, il faut qu'il protège les victimes. Le mois suivant, 3 jeunes femmes sont agressées en pleine nuit dans leur appartement à proximité du jardin de Cuques à Aix-en-Provence. Je m'étais donné, j'ai dit, je travaillerai jusqu'au bout de ma retraite, que j'obtienne ma retraite, je travaillerai jusqu'au bout, je chercherai jusqu'au bout. Si je ne trouve pas, j'aurais tout fait pour que ça marche. Alors, j'ai inventé l'histoire des poubelles. Je téléphonais à la mairie, il me faut une poubelle à tel endroit ce soir. Alors, bon, je la reconnaissais de suite parce qu'elle était neuve. Je me mettais dedans, j'attachais pour pas qu'on puisse lever le couvercle, je laissais une rainure et j'étais assis, j'avais un petit tabouret, j'avais une vision sur l'entrée que je surveillais. Il fallait des gens dehors pour que je puisse les prévenir. Alors, soit à 2, soit à 3 ou plus, selon les effectifs. Alors, on attendait dans les heures cruciales, 10 heures, 3 heures. Bon, ça n'a pas payé non plus. Nous sommes fin 1983. Depuis 10 ans, un violeur en série terrorise les jeunes femmes du quartier étudiant d'Aix-en-Provence. Au total, il a frappé plus de 60 fois. Et puis soudain, il disparaît. On s'est dit peut-être qu'il est ailleurs. Et on a cherché à retrouver un violeur dans toute la France. Dans toute la France, on avait diffusé. Hein. Tous les jours, je lisais la presse pour voir s'il y avait une arrestation. Alors, je téléphonais, parce que des fois c'était Toulouse, des fois c'était Montpellier, des fois c'était Gap. Alors, je téléphonais, je demandais à la personne qui s'occupait de l'affaire, je lui demandais à quoi il ressemble ton gars. Il me dit, ben, il est grand, il est maigre, bon, à jeter, quoi. Hein. Début 1984, l'inspecteur Garcia a une nouvelle idée pour faciliter l'identification. Il demande à des élèves des Beaux-Arts de sculpter le visage du violeur à partir des témoignages des victimes. Ça vous permettait d'avoir la face et le profil. C'est beaucoup plus parlant. Vous avez ses cheveux ondulés, vous avez
Il y a tout. Mais cette fois, les mois passent et le violeur semble véritablement s'être évanoui dans la nature. Je me suis mis dans sa peau. Est-ce que je poursuivrai ou est-ce que je m'arrêterai? Je savais que ça allait reprendre. Et de fait, début 1986, le violeur en série qui nargue la police depuis des années est de retour. Et toujours en pleine nuit, il s'introduit par le balcon chez une étudiante. Il est monté, il est rentré dans une chambre, manque de peau. Les filles avaient fait une soupente et elles dormaient toutes allongées les unes à côté des autres. Elles étaient 6. Il a pris des coups de soulier sur la tête. Le jeu du chat et de la souris reprend de plus belle. Les enquêteurs passent le plus clair de leur temps dans le quartier des étudiants. On s'est aperçu que quand on y était, c'était pas, on devait nous voir ou autre, hein, donc on s'est dit bon, on va faire autrement. Et on a décidé un soir d'aller se planquer sur les toits. Un jour, on était en surveillance avec 2 collègues sur un toit au Romarin, et il était 20h. On a vu arriver un individu qui pouvait correspondre au signalement, sachant que nous n'avions jamais vu cet individu. Charlie pour Curnier. J'ai un mec en face là qui s'avance avec des baskets. Oh putain, je crois que c'est notre gars. Dans le doute, on a souhaité essayer de faire contrôler cet individu par la BSN. À l'époque, la BSN, c'était la brigade spéciale de nuit. On les a appelés par talkie-walkie. On leur a demandé de contrôler un individu. Le véhicule est arrivé sur place, a contrôlé un individu. Mais non, putain! Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Putain, mais rappelle-les! Rappelle! C'était pas l'homme qu'on avait vu venir devant ce bâtiment. Cet homme-là a profité que le contrôle se fasse à sa hauteur pour s'empresser de quitter les lieux. Nous sommes restés sur le toit, nous étions 3, un de chaque côté du bâtiment. On observait. Vers 1h moins le quart, Il y a un mec au pied de l'immeuble, là. mon collègue Gilbert me fait savoir qu'à son niveau, il était en train de voir un individu qui était en train de gesticuler un peu comme un singe. Pour donner l'impression aux victimes qu'il arrivait comme elle, à l'endroit où il était, s'il y avait un jardinet, il y avait 2 marches. Alors, il faisait descendre et regarder. Hop, il y avait personne qui venait. Il rentrait. Hop, il refaisait les 2 marches. Il n'y a personne qui venait. Il rentrait. Et au bout d'un moment, la coïncidence a voulu, vers 1h moins 5, Oh, j'ai une voiture qui se gare là. Je le vois pas, Gérard, je l'ai pas en visu. Il y a une nana qui sort. et j'ai vu cet individu prendre le pas de cette dame. Oh putain, c'est lui! Putain, c'est lui! La personne est montée, la coïncidence a voulu encore une fois qu'elle se présente au dernier étage, sous le hublot où on se trouvait, pour rentrer chez elle. On a entendu crier. Mon collègue Charlie a levé aussitôt le hublot, a sauté. Entre le moment où je saute et l'arrivée au sol, je me retourne, je reçois un objet dans la figure qu'après, bon, j'ai su que c'était le sac de la demoiselle. Et je me rends compte que le gars est parti. Je redescends les escaliers. J'entendais des bruits de course dans les escaliers en descendant. Et je descends l'escalier en cours de route. Qu'est-ce que j'aperçois? J'aperçois un gars qui me barre le passage pratiquement, qui regardait, j'avais l'impression qu'il partait en courant dans les escaliers. Je lui saute dessus, bien sûr, je me note et tout. Et il se défend un peu, hein, il me crie des choses que je ne comprenais pas. Je le menotte et puis d'un coup j'entends un coup de feu à l'intérieur, suivi d'un autre coup de feu, 2 coups de feu. Je regarde le gars d'un peu plus près et je me dis, mais ça va pas être lui alors. J'ai vu l'individu qui partit en courant, j'ai tiré 2 coups de feu et il est parti encore plus vite. On a prévenu aussitôt la BSN qui l'ont croisé un peu plus loin en train de dévaler le jardin de Cuc et disparaître. Mais bon, je pense que là on l'a raté et il a dû avoir la peur de sa vie car il a mis quelque temps avant de réapparaître, disons. Hein.
Ça, c'est certain. Mais visiblement, la pulsion est plus forte que la peur. Et après 2 années d'abstinence, le violeur récidive. Pour l'inspecteur Garcia, la traque dure maintenant depuis plus de 15 ans. Quand on a tout épuisé, eh bien, on attend l'erreur. Le 27 août 1988, un double viol a lieu à Martigues. Et l'erreur, il l'a faite. Un voisin de la victime a repéré une voiture suspecte et a donné l'immatriculation à la police. Les policiers tendent une souricière et à 3 heures du matin, ils interpellent un homme. La fouille du véhicule met à jour des éléments accablants pour le suspect. Camille d'Ester 15. Une cordelette et des billets de banque à l'intérieur. Je l'apprends, moi, le lendemain des faits, en lisant le journal. J'ai fait un petit peu la relation. J'en ai parlé à Gilbert Garcia. Il a pris attache donc avec les collègues de Martigues qui transmettaient le dossier, qui s'est arrangé avec le parquet pour attendre qu'il soit déféré, écroué pour le viol officiel de Martigues et avoir la possibilité de rentrer en contact avec cet individu. Gilbert Garcia se rend aussitôt à Marseille pour rencontrer l'homme interpellé. Tellement je m'étais investi de son physique, quand je l'ai vu, il répondait totalement. Alors pour moi, on se connaissait depuis la nuit des temps. Et chose incroyable, l'inspecteur Gilbert Garcia découvre que le violeur s'appelle Alain Garcia. Ironie de l'histoire, durant 15 ans, l'inspecteur Garcia a cherché un homme qui portait le même nom que lui. D'entrée de jeu, je lui dis tu sais pourquoi je viens? Il dit oui, je sais pourquoi vous venez. Oui. Aix? J'ai dit oui. Je lui ai dit veux-tu qu'on te ramène à Aix? Oui, je veux. Il avait pris 2 ou 3 roustes déjà, parce que dès qu'on met un violeur ou en prison, tous les malheurs lui arrivent. Hein. Le juge, mademoiselle Touvier, ordonne par commission rogatoire le transfert d'Alain Garcia au commissariat d'Aix-en-Provence. Pour la première fois, le violeur revient sur les lieux de ses crimes. La mission a été celle-ci, faire vérifier avec Garcia, lui, pas moi, lui, les endroits où il a violé. Ben, il nous a tout dit. Ah oui, là oui, je me souviens, c'est au 2e étage. Il connaissait tout. Il connaissait tout. Il avait en mémoire tout. Il a été leste. En 2 coups de cuillère à peau, il montait sur le bord de la rampe du bas, hop, il prenait celle du haut, un rétablissement, il remontait, et ainsi de suite, et il montait au 2e, 3e étage, facile. Mais j'ai eu peur qu'il nous échappe. Heureusement qu'on avait la corde. De retour au commissariat, l'inspecteur prend la déposition d'Alain Garcia. Il avoue une centaine de viols dans le quartier sud d'Aix-en-Provence et à Martigues. Alain Garcia a 46 ans, il est marié et a 2 enfants. Et comme l'avait deviné l'inspecteur, il vit à Martigues et travaille dans une raffinerie de pétrole. Nous sommes en septembre 1988 et l'inspecteur Garcia peut enfin mettre un point final à 15 années d'enquête. Alain Garcia, lui, est écroué à la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence. Dorénavant, il doit faire face à ses crimes. C'est vrai que j'ai fait du mal et qu'aujourd'hui je mesure l'ampleur. Je regrette énormément. Lorsque je faisais ça, j'étais dans un autre monde. Et le réveil était très brutal. Après, j'avais des nausées. Je pleurais énormément. J'étais révolté contre moi-même. J'avais beau exister, mais voilà. Mais quelque chose en moi me poussait à faire le mal. Alors, bien souvent, une bagarre se déclenchait en moi-même. Comme si quelque chose
plutôt dans mon cerveau, recevait des ordres de 2 personnes différentes. Et quand j'arrivais à m'en sortir gagnant, j'étais content. Et je rentrais chez moi. Mon travail, d'abord, c'est un travail de dénombrement du nombre d'affaires qui pouvaient lui être incriminées, parce que je trouve qu'il y a, comme chaque fois dans ces dossiers, une police qui est soucieuse de sortir les dossiers, et on a eu la tentation de lui mettre sur le dos beaucoup d'affaires. En tout cas, 1 mois plus tard, Alain Garcia revient sur une partie de ses aveux et conteste certains viols. Pour tenter de s'y retrouver, le juge demande alors une confrontation avec toutes les victimes, ainsi qu'une expertise psychiatrique de l'inculpé. Je vais l'interroger sur ce que j'appelle un peu un curriculum vitae affectif sur toutes les étapes de son parcours de vie. Et c'est vrai que ce qui est un peu particulier, c'est que ça n'amène pas grand-chose. Tout est émoussé, c'est un personnage un peu abrasé. Et lui ne met pas en évidence de problématiques et lui-même dit qu'il ne comprend pas ce qui l'a amené à ses actes. Donc ce qui va amener à réfléchir un peu plus autour de sa vie de couple, à souhaiter entendre son épouse. On va rencontrer son épouse, qui est une femme à l'époque jeune, jolie, intelligente. Il dira lui-même qu'avoir épousé cette fille de ce milieu un peu supérieur, etc., c'était comme un miracle pour lui. Et ce qui est extraordinaire au niveau anecdotique, mais dans une expertise, rien n'est anecdotique, c'est ça qui est intéressant. Il explique que si ce mariage a lieu, ils vont aller faire le voyage de noces à Lourdes. Ce qui est quand même pas placer la relation n'importe comment. D'abord, ça mythifie quand même un peu, c'est une note miraculeuse, et puis ça désérotise un peu quand même, ça désexualise aussi la relation. Ce qu'elle rapporte, c'est avoir eu des traumatismes à caractère sexuel de l'enfance, sur une longue période de vie, qui vont hypothéquer son devenir d'épouse, en particulier sa sexualité. Je supporte pas qu'on me voie non plus. En fait, elle expliquera qu'elle a un dégoût, une horreur, c'est son mot, de la sexualité. Avec la même connotation que le mariage à Lourdes, elle dira que pendant les rapports sexuels, elle prie en attendant que ça passe. Elle va développer une pudeur. Elle me dira en particulier que son mari ne l'a pas vue nue et ils sont mariés depuis plus de 20 ans. J'étais souvent malade aussi. J'ai eu beaucoup d'opérations. C'est une dame qui va cumuler les interventions chirurgicales sur des zones un peu symboliques quand même. Alors je crois que le chiffre a varié pour elle aussi, mais elle a entre 25 et 30 interventions chirurgicales. Ce qui va l'amener à être absente de son domicile, peu présente quelquefois dans le couple bien sûr, même à l'éducation des enfants, qui revient à M. Garcia, qui, avec ses besoins de se viriliser, va se retrouver un peu comme un homme castré à la maison. Elle a une phobie très précise qui est sa peur qu'un homme escalade les murs, rentre par la fenêtre et la viole. Ça, c'est sa peur. Donc avant que son mari... Donc elle n'en parle pas, bien sûr, elle ne le dit jamais, mais elle passe simplement pour être un peu peureuse. Donc lorsqu'elle étend le linge, par exemple, elle demande à ce que son mari vérifie que personne la regarde par la fenêtre. L'extraordinaire de ce dossier, c'est qu'une fois qu'il a fini ça, M. Garcia, il va chez les femmes et il met en acte les phobies de son épouse. Elle dit je me rends compte, en ayant appris tout ce qu'a fait mon mari, et compte tenu des confidences que je fais là pour la première fois, dit-elle, je me rends compte qu'il y a eu ce que nous, les psys, nous appelons une sorte de communication dans le silence, d'inconscient à inconscient. C'était pas de ma faute, j'ai rien dit. Elle dira d'ailleurs, et je crois que je partagerai un peu son avis, peut-être que si on en avait parlé, lui de sa frustration sexuelle, dont il ne parle pas non plus. Il se plaint jamais, son épouse, de sa frustration. Elle, de ses traumas, elle, de ses phobies. Si ça avait été mis en mots, peut-être ça n'aurait pas été mis en acte. L'expertise psychiatrique sur Alain Garcia a révélé une histoire peu banale. Le violeur en série était marié avec une femme à la sexualité troublée, dont l'angoisse était de se faire violer par un homme pénétrant clandestinement dans son logement.
Le mari, en fait, a mis en scène la phobie de son épouse. Ce contexte est hors du commun, mais pour les psychiatres, s'il peut expliquer, en aucun cas il ne justifie. Alain Garcia est donc déclaré responsable de ses actes et est renvoyé devant la cour d'assises. Le 27 mars 1995, Alain Garcia comparaît aux assises des Bouches-du-Rhône. Il doit répondre de 36 viols ou tentatives de viol commis depuis 1978. Son arrestation a eu lieu 7 années auparavant, et l'homme qui apparaît dans le box des accusés a dorénavant 53 ans. Donc d'un côté de la cour, il y a Alain Garcia, ses avocats, en face les jurés, et à droite le parquet général. Et je suis là, je suis la seule femme. Et je me rappelle certains matins, le regard de Garcia qui se posait derrière ses lunettes vers moi, avec une autorité dans laquelle parfois je croyais voir, percevoir un peu de défi ou de provocation. Et je dois dire que j'ai estimé, oui, comme mes clientes, c'était important qu'il y ait une femme en face de lui qui ne soit pas là pour baisser les yeux. Tour à tour, les victimes viennent à la barre raconter leur agression. Et évidemment, c'était très émouvant aussi parce qu'on sentait vraiment que un viol, c'est pas rien, quoi. C'est un traumatisme à vie. Hein. Il y a une des victimes qui a dit d'ailleurs qu'elle avait l'impression de porter un vêtement souillé depuis. Une autre a dit, mais alors là, une des victimes qui avait été agressée avec son mari a dit, mais après, mon mari et moi, on est devenus complètement obsédés de la fermeture, on mettait des verrous partout, y compris dans les portes intérieures de l'appartement. Durant le témoignage de ces victimes, Alain Garcia détourne les yeux. Les victimes avaient, malgré le traumatisme, avaient finement observé Garcia. Une avait dit, quand il a peur, il a le regard qui tourne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a peur parce que regardez, son regard tourne. Puis la parole est donnée à l'avocat d'Alain Garcia. Sa mission n'est pas des plus faciles. Ma ligne de défense, c'est d'abord de rétablir la vérité des faits dans leur nombre. Parce qu'encore une fois, on avait chargé la mule, on avait considéré qu'il y avait 36 dossiers et il n'y avait pas 36 dossiers. En fait, Alain Garcia reconnaît les viols qui sont prouvés. Pour les autres, ceux où il n'y a aucune certitude, il se réfugie derrière une mémoire défaillante. Il ne se souvient plus, dit-il. Ce qui est important pour Alain Garcia, qui est loin, à mon sens, d'être idiot, ça va être de profiter de la multitude des victimes pour banaliser ces crimes. Il va se décrire globalement comme... C'est comme si c'était un violeur gentil. Il y a son entourage, il y a ses employeurs, ses collègues, ses amis qui viennent dire à quel point il était, je l'ai dit, bon père, bon époux, bon collègue, bon voisin, à quel point ils sont sidérés de découvrir que depuis tant d'années, surtout, il pouvait faire de tels actes. Et puis, il y aura la déposition de la mère d'Alain Garcia. Alors ça, on peut comprendre. Pour une mère excuse tout. Elle est complètement accablée par le poids de ce qui lui est reproché, elle est bouleversante. Il y a sa fille qui arrive avec la volonté de venir en aide à son père. Elle avait mis une espèce de petite perruque blonde pour ne pas être aperçue, comprise comme étant sa fille, tout en témoignant comme sa fille avec ce courage-là. C'était extrêmement émouvant. Le fils n'était pas venu tellement qu'il était accablé par le poids de la culpabilité de ce que son père aurait dû porter tout seul. Et malheureusement, dans ces cas-là, la famille porte aussi. Et je crois que je resterai à jamais marquée par le témoignage de Madame Garcia. Admirable. Parce qu'elle veut vraiment expliquer aux jurés, avec foi, puisqu'elle est très croyante, et de toute son âme, que cet homme est un brave homme et qu'elle est responsable de ce qui arrive. On avait découvert qu'elle avait été abusée sexuellement par un proche de sa famille. On avait découvert qu'elle était
Elle avait été polytraumatisée par une multitude d'interventions chirurgicales du bas-ventre qui la rendaient sexuellement inaccessible. Elle avait imposé à son mari une espèce de camisole affective et sexuelle considérable. Et assez paradoxalement, elle a mis en place la fantasmatique du viol chez cet homme. Et c'est cela qui ressurgissait de ce dossier et qui devenait pathétique quand elle s'exprimait. On voulait lui expliquer qu'elle n'était pas la responsable, mais qu'elle était l'explication de beaucoup de choses. À la fin du procès, l'expert psychiatre dit qu'il faudrait quand même que M. Garcia se soumette à un traitement, car les risques de récidive existent. Et Garcia, je crois qu'on le retrouve là vraiment dans ces petites phrases qu'il va donner comme ça dans le cadre du procès, où il n'hésite pas à couper la parole, à se lever et à dire ce qu'il pense. Et là, il dit « mais je n'ai pas besoin de traitement, moi. J'ai juste besoin de rapport sexuel et de rentrer chez moi. » Voilà. Et il dit ça sans sourciller. C'est pas le gentil Garcia qui dit ça, hein. C'est le violeur de base, le violeur brutal, le violeur. Hein. C'est l'homme qui est prêt à faire du mal et à faire souffrir dans la plus totale indifférence. Le réquisitoire de Pierre Béranger, l'avocat général, est sans concession. Pour lui, ces explications, ce contexte particulier, n'atténuent en rien la responsabilité d'Alain Garcia. Et il requiert à son encontre une peine de 20 années de prison avec une peine de sûreté des 2/3. Le maximum a été demandé par l'accusation, ce à quoi on s'attendait. Moi, j'étais évident que j'allais me battre contre le maximum dans ce dossier, au nom précisément de sa pathologie. Je me souviens avoir plaidé, pleuré, monsieur Garcia pleurait aussi fort que vous les avez blessés et meurtris, et quand votre cellule sera un océan de larmes, vous serez peut-être guéri. Et là, il pleurait, mais c'était impressionnant. Sur la fin, il était, je pense, redevenu quelqu'un d'extrêmement vulnérable. J'ai l'impression que Garcia pleure beaucoup sur lui-même, mais pas tellement sur les autres. Les larmes que je lui ai vues couler sur les joues, ça n'a jamais été en entendant une victime déposer. Il a pleuré quand sa mère a déposé, il a pleuré quand sa fille a déposé, il a pleuré quand son avocat a plaidé, mais il est resté les yeux secs devant leur détresse. Les jurés délibèrent durant 4h30. Ils prononcent un acquittement pour 20 des 36 viols et le déclarent coupable pour les 16 autres. Alain Garcia est condamné à 15 années de réclusion criminelle sans peine de sûreté. Le problème était celui de la preuve judiciaire, et il est certain que la cour d'assises a été très généreuse avec lui, puisque c'est aussi tout le mérite de son avocat, parce qu'il a plaidé ce qu'il fallait plaider, c'est-à-dire ce qui était matériellement sûr, et il n'y avait pas l'ADN à l'époque. Je pense qu'il a bénéficié aussi de l'action de toutes ces victimes qui sont restées comme ça sur le bord de la route et qui se sont perdues pendant les 15 années de procédure. 15 ans, c'est pas beaucoup. Je suis persuadé aujourd'hui que si on demande aux victimes, aux amis des victimes qui n'ont pas fait vengeance, aujourd'hui, sachant que l'individu est certainement dehors, trouve ça anormal de n'avoir pris que 15 ans. En 1998, 3 ans après le premier procès, Alain Garcia comparaît une nouvelle fois devant les assises pour répondre de 11 viols supplémentaires commis avant 1978. Il est de nouveau condamné à 15 années de prison, mais sa peine est confondue avec sa première condamnation. C'est vrai que c'est une affaire qui m'a fait beaucoup réfléchir, justement en me disant, mais je savais pas ce que dire, j'ai essayé de me mettre dans la peau de Garcia, quoi. En me disant, mais comment on peut passer d'un employé de raffinerie, d'où l'odeur de pétrole, au violeur acrobate, quoi. Ça, c'est quelque chose... de toute façon, c'est resté une énigme, même pour moi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de... J'ai jamais vu ça, quoi, franchement. On y a appris, je crois tous, beaucoup de choses sur le comportement. On a appris que... En tout cas, on a pu constater que l'ignominie n'appartenait pas qu'à des êtres qui étaient nécessairement marginaux,
que ça pouvait appartenir à des gens très ordinaires. J'ai pas, moi, franchement, hein, j'ai pas, à ma connaissance, ce qu'on appelle un violeur repenti qui va se mettre à la disposition de la justice pour... Non, à ma connaissance, je n'en ai pas. Alors qu'on a des voleurs repentis, alors qu'on a des assassins repentis, mais pas de violeurs. La dernière question qui reste, c'est aujourd'hui, qu'est-il devenu M. Garcia? Et est-ce qu'on est bien sûr que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de réitération? Suite à ces 2 condamnations, Alain Garcia a purgé sa peine et est ressorti de prison. Aujourd'hui, il est un homme libre.